La séquence des élections terminée, les pouvoirs publics se mettent en ordre de marche, les nominations aux principaux postes de responsabilité de l'État se sont succédées. Place au travail pour le gouvernement, place à la réflexion et à la réorganisation pour l'opposition. Alors que le PPACI annonce son congrès pour le mois de mai prochain, que va faire l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Monsieur Awa Domelo? Comment compte-t-il capitaliser sur cette candidature et sur les voix qu'il a reçues de ses concitoyens? Comment compte-t-il peser sur l'opposition et dans le débat public? Vous êtes dans Droit dans les yeux. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci d'accorder à cette info, cet entretien. Je crois que c'est le premier que vous réalisez, que vous donnez après l'élection présidentielle. Exactement. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais revenir, avant de vous faire réagir sur la formation du gouvernement, sur cette campagne présidentielle à laquelle vous avez participé. Vous avez employé un mot qui m'a frappé pendant la campagne, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans la bouche d'un candidat. Vous m'avez dit un jour, c'est passionnant. Alors ce c'est passionnant, j'aimerais que vous me l'expliquiez parce que j'ai l'impression que ça recouvre à la fois une dimension un peu personnelle, un sentiment personnel, mais aussi une réflexion politique. Oui. Effectivement, il faut dire que l'élection présidentielle, la campagne pour les élections présidentielles est un jeu très passionnant. Dans la mesure où, vous savez, pendant longtemps, vous avez des idées, mais la période électorale permet d'ordonner ces idées-là et de mesurer son impact sur l'opinion. Et donc, lorsque vous allez à la rencontre de la population, que vous cernez leurs besoins et que ça correspond exactement aux idées que vous avez défendues pour résoudre leurs problèmes, il n'y a rien de si passionnant. Et donc, pour moi, c'est... Et le contact, quand on est un homme politique, j'imagine que le contact direct avec les électeurs, la population, c'est quelque chose de précieux. C'est très précieux dans la mesure où, bon, pendant la campagne, vous êtes obligé de parcourir tout le pays. Et donc, ce que vous n'avez pas l'habitude de faire d'une manière courante. Et donc, ça permet de rencontrer la diversité et en même temps d'appréhender les différents problèmes que les populations vivent. Et en même temps de mesurer l'impact des propositions que nous faisons sur leur quotidien. Ce constat que vous faites, est-ce qu'il a validé, de votre point de vue, la stratégie que vous préconisiez, celle de la nécessaire présence d'un membre de votre parti ou au moins de votre courant de pensée dans la course à ce scrutin? Ben oui, sinon on allait assister à la pensée unique, la pensée de droite, et je pense que ma présence a permis de mettre en évidence la différence entre la gauche et la droite, et aussi les caractéristiques de la gauche actuelle sur l'échiquier aussi bien national, africain que mondial. Pensez-vous que le PPACI, présidé par Monsieur Gbagbo, a commis une erreur stratégique en refusant de prendre part à cette élection présidentielle dès lors que son leader ne pouvait pas y participer? Je pense personnellement que le boycott n'est pas une solution. Depuis 2011, on ne fait que ça. Et c'est pour cela que j'ai été ferme sur ma position, parce que le boycott n'a jamais été une stratégie bonne. D'ailleurs, ça ne permet pas de faire connaître son programme, son idéologie, ses valeurs, et ça ne permet pas non plus d'aboutir à une alternance si tant et si bien qu'on veut mettre fin au régime qui est en place. Et donc pour moi, ça a été, je dirais, je respecte la position qu'ils ont prise, mais évidemment, nous sommes en démocratie et le droit à la différence est la valeur fondamentale. Et moi aussi, j'ai pensé qu'il fallait marquer cette différence-là pour montrer qu'il y a d'autres solutions possibles que le boycott. Il y a un point que je voudrais éclaircir, si vous me le permettez. Vous avez
toujours dit que vous aviez fait la proposition à votre parti et à Monsieur Gbagbo dans une note écrite qui leur était destinée de mettre en place une candidature qu'on pourrait dire d'attente le temps que tous les recours liés à la présence de Monsieur Gbagbo sur la liste électorale soient épuisés pour au moins garantir une présence du PPACI en tant que tel dans l'élection présidentielle. Exactement. Or, son directeur de cabinet, Monsieur Emmanuel Aka, a mis en doute ici même sur ce plateau le fait que vous l'ayez fait, vous accusant d'avoir mené une démarche personnelle. Alors, est-ce que cette note a réellement existé finalement ? Mais ça a fuité dans la presse et ça fait l'objet de débats sur tous les plateaux, aussi bien au niveau national qu'international. Et donc on ne peut pas nier quelque chose qui existe et qui a été proposé dans la mesure où, pour moi, c'était une période importante de l'histoire du PPACI, à savoir ne pas rater les élections de 2025. Donc la note a bien existé, la note a été bien remise au président du parti qui a mis en place une commission. Et cette commission devait permettre normalement d'aller vers les instances du parti pour mener le débat. Mais ça s'est arrêté là net. Et qu'est-ce qui s'est passé, à votre sens ? Ça, pour le moment, c'est... Vous n'en avez pas eu l'explication depuis ? Non, je n'ai pas eu l'explication parce que le dialogue a manqué, le débat démocratique a manqué. Ni sous forme d'indiscrétion interne ? Non. Vous devez avoir quelques contacts dans le parti quand même ? Oui, mais bon, c'est des rumeurs et des bruits, donc ça, pour le moment, on ne peut pas en faire un sujet de... Mais alors, de pourquoi, discussion. à votre avis, si vous analysez la situation, au PPACI, on remet en doute l'existence même de cette note, ainsi que la démarche que vous aviez initiée ? Mais c'était dans toute la presse nationale et internationale. Donc, quelle est la logique de ça ? C'est tout simplement une façon d'effacer une page importante de l'histoire où un camarade a marqué sa différence par écrit. Vous savez, moi, j'ai appris une chose, c'est qu'en politique, il ne faut pas se contenter de la tradition orale. Il faut écrire pour laisser des traces. Et ce courrier-là existe. Et donc, ça a laissé des traces et l'histoire en jugera. Bon, vous avez participé au scrutin en indépendant, ce qui vous a tout de même fait obtenir un score assez modeste de 1,97% des voix. Est-ce que, d'une certaine manière, ça ne donne pas raison au PPACI ? Ben non, pas du tout. Vous savez, en politique, il y a deux éléments qui sont importants. La quantité et la qualité. La qualité réside dans le discours, dans le programme, dans l'idéologie. Et la quantité, évidemment, c'est ceux qui adhèrent à cette idéologie-là. Mais il y a une dialectique de l'histoire. Le Front populaire ivoirien n'est pas né d'une manière spontanée. On était, avant les années 90, une cinquantaine de militants. Je dis bien une cinquantaine. On a pu conduire la Côte d'Ivoire vers le multipartisme. Et à partir de là, eh bien, la qualité des idées que nous défendions, à savoir le multipartisme et la démocratie, a rencontré l'adhésion d'une large partie de la population. Et c'est ce qui a fait grandir le Front populaire ivoirien. Donc il faut s'aimer. Et quand on s'aime, il faut arroser. Et lorsque la qualité des idées qu'on défend rencontre les attentes profondes de la population, c'est une question de temps. On ne récolte pas en un jour ce qu'on plante le même jour. Alors on verra tout à l'heure comment vous voyez l'arrosage de la graine que vous avez semée. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui tout de même que votre parti ne vous ait pas soutenu ? Ben vous savez, regretter ne résout pas le problème. Hein. Pour moi, vous leur en voulez ? Pour moi, la formule la plus adéquate, c'était tout sauf Ouattara. Ben, en lieu et place de tout sauf Ouattara, on n'a eu rien sauf Ouattara. Et c'est ce que je regrette énormément. À la suite de la décision de non-participation au scrutin présidentiel, le PPACI a ensuite boycotté les élections législatives. Et d'ailleurs a sanctionné tous ceux de ces militants qui ont quand même participé à ces élections. Est-ce que vous pensez que c'est une autre erreur stratégique ? Ben évidemment, pour moi, le boycott n'est pas une solution. Surtout lorsque on a opté pour le jeu démocratique, il n'y a pas 1000 façons de s'exprimer que pendant les périodes électorales. Il n'y a pas 1000 façons de mesurer sa présence dans l'opinion que pendant la période électorale. Il n'y a pas d'autre façon
que de participer au jeu électoral, puisque c'est la période des hautes écoutes. C'est là où la population est attentive et c'est là où on peut s'exprimer pour montrer sa différence. Et donc, pour moi, c'est jamais une bonne réponse. Je pense que c'est une erreur. Le PPACI dénonce aujourd'hui l'hégémonie du parti présidentiel. Mais est-ce que ce que vous venez de dire est une manière de souligner la contradiction qui consiste à dénoncer cet état de fait, mais à ne rien faire pour essayer de l'en empêcher, c'est-à-dire en proposant finalement des militants au suffrage des électeurs? Ben, on récolte ce qu'on sème. Le boycott, ça efface la présence du parti qui boycotte dans les institutions de la République. Et donc, évidemment, la conséquence, c'est l'hégémonie du parti au pouvoir, c'est-à-dire du parti État. Quand vous regardez ce qui se passe au PPACI, vous avez l'impression de savoir quelle est la direction? Ben pour moi, il faut ouvrir le débat démocratique à l'intérieur parce que pour le moment, vu comme ça, je n'ai pas de visibilité quant à la stratégie, à la tactique. Donc si vous n'arrivez pas à lire, vous pensez que les Ivoiriens arrivent évidemment, à lire? tout le monde est désorienté, même à l'intérieur du parti, puisque personne ne sait où on va. On va y venir tout à l'heure. Vous-même, vous avez produit cette semaine, ou la semaine dernière plutôt, un communiqué qui s'intitule « Du parti État au parti État hégémonique ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais c'est la conséquence de la non-participation de l'opposition au jeu électoral. Et donc toute la place dans les institutions de la République revient au parti au pouvoir. Mais tel que vous le dites, on a l'impression que vous incriminez plutôt le parti du président de la République, alors que là, je comprends que c'est, entre guillemets, la faute de l'opposition. Ben, c'est la conséquence de notre non-participation aux élections qui entraîne l'hégémonie du parti au pouvoir sur l'ensemble des institutions de la République. Si on avait participé au jeu électoral et qu'on avait joué équipe, eh bien, la configuration serait complètement différente. Mais rassurez-moi, vous ne remettez pas en cause le fait que ce sont les Ivoiriens qui ont choisi avec ce qu'ils avaient comme choix. Et que finalement, le RHDP a gagné parce que les Ivoiriens ont voté pour lui. Ah ben, le RHDP a effectivement gagné. Ça, on ne peut pas douter. Mais ça a été, cette victoire-là est gagnée sans l'opposition, sans les électeurs de l'opposition. Quand on voit un peu le taux de participation et qu'on voit un peu l'absence de plusieurs électeurs dans les urnes, on constate qu'il y a eu beaucoup d'abstention. Et évidemment, le jeu démocratique est tel que, bon, ce n'est pas ceux qui sont absents et qui ont raison, c'est ceux qui sont présents qui ont raison. Et donc, la conséquence immédiate, c'est que ceux qui ont participé aux élections ont préféré choisir le président Ouattara. Et évidemment, il a eu la majorité écrasante. Et je pense que si l'opposition avait joué équipe et avait appliqué la formule tout sauf Ouattara, on serait dans un autre schéma. Mais en lieu et place de tout sauf Ouattara, on n'a eu rien sauf Ouattara. Je voudrais revenir sur cette notion de parti-État que vous employez. C'est, dites-vous, la volonté du régime d'absorber l'État dans le parti et le parti dans l'État. Vous pensez vraiment ça? Ah ben oui, vous savez, il y a eu beaucoup de signaux depuis 2011. D'abord la notion de rattrapage ethnique, qui était pour moi une notion inappropriée dans... Peut-être, mais ça n'a rien à voir avec l'idée de parti-État ou d'absorption de l'État, enfin je sais pas. Le deuxième élément, c'est la notion de tabouret. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec le parti au pouvoir, vous pensez différemment, on vous enlève le tabouret. Ça veut dire que ce ne sont pas les compétences qui sont recherchées pour gérer l'État, mais c'est beaucoup plus l'allégeance à un parti politique qui constitue le critère des compétences. C'est ce que j'appelle le parti. Mais quand le FPI était au pouvoir, vous pensez qu'il y avait une place tabouret ou pas tabouret à l'opposition aussi importante que vous pouvez le laisser penser? En tout cas, le FPI n'a jamais gouverné seul. Et en plus, le FPI... Mais pas avec l'opposition, en tout cas. Ah si, on a gouverné avec l'opposition. Oui, parce qu'il y a eu, bon, on va pas rentrer dans toute l'histoire, mais... Dès le premier jour... Pas dès le premier jour. Et si, dès que le FPI a pris le pouvoir, le FPI a tendu le bras à l'opposition, et évidemment, beaucoup de ministres étaient issus de l'opposition.
Et même les postes clés de l'appareil d'État ont fait l'objet d'appels à candidature et c'est les meilleurs qui ont gagné, indépendamment de leur appartenance. Dans votre communiqué, politique. vous dénoncez assez sévèrement la nomination d'un vice-premier ministre en annonçant par avance une sorte d'apocalypse dans le fonctionnement, de chaos dans le fonctionnement du gouvernement entre le Premier ministre et son vice-premier ministre. Et je vous cite, l'un gouvernera sans régner, l'autre régnera sans gouverner, et vous évoquez 2 capitaines dans un bateau et un risque de décision contradictoire. Waouh! Mais en fait, qu'est-ce que vous en savez? Parce que c'est la première fois justement, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on ait un vice-premier ministre. Et so what? Moi, je ne fais qu'anticiper des risques de fonctionnement puisque c'est la première fois. Et lorsque vous avez un Premier ministre qui est chargé de coordonner l'équipe gouvernementale, quel est le rôle du vice-premier ministre? C'est de coordonner aussi l'équipe gouvernementale. Et donc, lorsque cette coordination est faite par 2 personnes, il est bien évident qu'on peut arriver à des résultats contradictoires. Est-ce que ce poste de vice-premier ministre n'est pas une fonction qui existe dans d'autres pays? C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le seul pays à avoir inventé ce truc-là tout d'un coup. Ça existe. Non, mais en Côte d'Ivoire, c'est la première fois. Et alors, il faut bien une première fois. Quand il y a eu un premier ministre, il y a eu une première fois. C'était d'ailleurs Monsieur Alassane Ouattara. Justement, dans les autres pays, il y a eu des conséquences. Et c'est pour cela que j'attire l'attention. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord ou que ça vous paraît pas approprié comme forme d'organisation du gouvernement. Ça, je suppose que c'est ce que vous dites. J'ai aucune raison d'être. Mais de là à dire que ça va être une foire d'empoigne, vous pouvez pas présumer de quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté. Il y a un risque. Parce que c'est la première fois. Et lorsque... Dans votre communiqué, si vous me permettez, c'est plus, vous le dites de manière plus affirmative que attention ou une manière d'alerter parce qu'il y a un risque. Oui, vous y allez franco, comme si vous retiriez aux 2 personnes en question la capacité d'être responsables dans leurs activités. Regardez-les et puis vous pourrez juger sur pièce. C'est comme 2 capitaines dans un bateau. Il y a toujours un risque en fonction de l'angle d'observation de chaque capitaine, il peut y avoir des positions contradictoires. Et ces positions contradictoires peuvent entraîner des catastrophes. Mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre qu'il y a un risque. Dans un parti, il y a un président et il y a plusieurs vice-présidents. Il peut bien y avoir un premier ministre et un vice-premier ministre, sachant que celui qui est le chef du gouvernement, c'est d'ailleurs dans son titre, reste le premier ministre. Vous dites pas que dans un parti politique, les vice-présidents, ça va être la foire d'empoigne parce qu'il y a des vice-présidents. Non, les vice-présidents. Il y a quand même un responsable, c'est le président. Les vice-présidents sont affectés à des tâches précises. Celui-ci aussi. Les 2, le premier ministre coordonne l'action gouvernementale. Le vice-premier ministre coordonne. L'assiste dans la coordination. Bon, ça, c'est pas encore écrit. Et donc, j'attends de voir la feuille de route de chacun pour pouvoir me prononcer. Je vous trouve sévère par avance. Essayons d'expérimenter et puis on se reparlera. On ne sait jamais. Peut-être que c'est. En tout cas, pour l'instant, vous m'accorderez que c'est un peu gratuit pour l'instant. Oui, avant, il n'y avait pas de Premier ministre, il y a eu Premier ministre. Bon, c'est rentré dans les habitudes. Et il y a eu une innovation majeure avec des risques. Et il faut le savoir, il y a des risques importants. Et donc, ces risques-là, j'espère que le premier responsable saura les gérer pour éviter à la Côte d'Ivoire des blocages institutionnels. Parce que même dans un gouvernement, entre des ministres, lorsque les postes ne sont pas bien définis, dans le cas du ministre des Transports, de l'équipement, vous comprenez que souvent, une route qui doit transporter, on ne sait pas trop qui a la primauté entre le ministre des Transports et le ministre. Donc il y a souvent des chevauchements de responsabilités, des conflits au sein de l'appareil gouvernemental. Et lorsque c'est au sommet, eh bien, les risques deviennent de plus en plus importants. Vous pointez également, le fait, c'est un constat que le gouvernement est marqué par une certaine continuité. Vous n'êtes pas totalement surpris, rassurez-moi. C'était pas inscrit dans les tables que ça allait énormément changer, en tout cas en termes d'orientation politique. Oui, le logiciel du RHDP, on le connaît. C'est vraiment un parti du RHDP par le RHDP et pour le RHDP. Non, pourquoi pour le RHDP? Parce que justement,
Ça peut être au bénéfice des populations aussi. La notion de tabouret nous a laissé un goût très amer. Quand vous n'êtes pas d'accord, eh bien vous êtes exclu. Lors d'une précédente interview, ici même, dans ce studio, vous ne rejetiez pas, c'était pendant la campagne présidentielle, l'idée de participer à l'effort de développement du pays aux côtés de M. Ouattara. J'imagine que vous estimez aujourd'hui qu'à ce stade, les conditions ne sont pas réunies, et j'imagine également que d'ailleurs la proposition ne vous a pas été faite. Ma question c'est, que faudrait-il pour que cela soit rendu possible? D'abord, il faut dire que, pour moi, lorsque nous sommes face à un parti-État, il n'y a pas de jeu démocratique qui tienne la route. C'est-à-dire toutes les institutions de la République, que ce soit la commission électorale indépendante, les listes électorales, le découpage électoral, tout ceci est fait par le parti et pour le parti. Et donc, pour qu'il y ait un consensus sur le jeu électoral, pour qu'on aille vers la démocratie, c'est-à-dire pour passer du multipartisme à la démocratie, il faut toujours une période de transition où la gouvernance est inclusive. Il y a deux façons de percevoir la chose, c'est ce que j'ai fait pendant ma période de campagne électorale. C'est de créer un conseil de sages qui, lui, a la primauté de mettre en place tout ce qui doit être consensuel. C'était une de vos propositions dans la campagne. Dans la campagne. D'institutionnaliser un conseil des sages. Le dialogue permanent entre les grands acteurs politiques pour que, lorsqu'il s'agit de questions qui touchent toute la nation, telles que la liste électorale, telles que la commission électorale indépendante, telles que le découpage électoral, que cela se fasse par consensus. C'est la seule façon de construire une démocratie. Mais dès lors qu'on n'a pas ces conditions, il est bien évident qu'un parti-État ne peut que produire des institutions partisanes et donc biaiser complètement le jeu démocratique. Au fond, j'ai l'impression que vous ne contestez pas vraiment les réussites, j'allais dire, dans le domaine économique ou dans le domaine social du gouvernement, mais plutôt la méthode. Avec quoi êtes-vous fondamentalement en désaccord avec le gouvernement? Ce gouvernement, je suis fondamentalement en désaccord sur le plan idéologique. À savoir que nous avons une économie qui est essentiellement tournée vers des intérêts extérieurs à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'appelle l'absence de souveraineté. Prenons secteur par secteur. Si vous prenez le PIB de la Côte d'Ivoire, il est assez énorme. Mais quelle est la part qui revient aux citoyens ivoiriens? La petite partie. Vous prenez des grandes institutions telles que, je dirais, le secteur de la télécommunication, vous prenez le secteur de l'énergie, vous prenez le secteur, je dirais, du cacao et du café, vous prenez tous ces secteurs-là, eh bien, on constate une seule chose, c'est que la part congrue n'appartient pas aux citoyens ivoiriens. Et donc, pour moi, c'est une économie qui se développe de l'extérieur, par l'extérieur et en majorité pour l'extérieur. Voilà la critique fondamentale que je formule. C'est pour ça que je parle de souveraineté économique. À savoir que, comme dans n'importe quel pays, les leviers fondamentaux de l'économie appartiennent et à l'État et à ses concitoyens. Et vous faites ça comment? Évidemment, je prends un cas simple, je prends l'eau. Mais comment vous pouvez concevoir que l'eau qui nourrit tous les Ivoiriens ne soit pas la propriété de la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire n'ait que 3,25% du capital? Ce n'est pas possible. Vous prenez la télécommunication qui donc le système juridique qui existe d'une délégation de service public à une entreprise qui a répondu à un appel d'offres, c'est pas quelque chose qui rentre dans votre schéma? Non. Avec des obligations, des contraintes, il y a des secteurs stratégiques, comme en Europe. Mais vous savez que quand l'État gère mal. Mais il y a des citoyens ivoiriens qui gèrent bien. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ah oui, mais la délégation... Un citoyen ivoirien peut très bien gérer une entreprise et pris dans le système de l'État, pas très bien géré. Dans n'importe quel pays, les secteurs clés de l'économie n'appartiennent pas, disons, aux acteurs économiques extérieurs à ce pays. Ce n'est pas possible. Dans la mesure où, de l'extérieur, on peut étouffer tout un pays.
Et donc, si vous n'avez pas le contrôle des secteurs stratégiques comme l'eau, l'électricité, le téléphone, les aéroports, on peut faire passer tout par un aéroport. On peut faire passer tout par un port. Si ce port-là n'est pas contrôlé par l'État ou les nationaux, il est bien évident que tout devient possible. Vous nationaliseriez tous ces secteurs de l'économie? Pour moi, l'État doit dominer, pas nationaliser. Dominer, c'est des actions. Je vais dire l'État peut bien donc être majoritaire à 51%, 52%, pour avoir le contrôle. Parce que c'est des secteurs stratégiques qu'on peut utiliser pour renverser un État. Vous avez mis cette question de la souveraineté au cœur du débat public pendant la campagne présidentielle, mais il y en a d'autres qui l'ont fait. Monsieur Billon également avait cette notion qu'il appelait peut-être nationalisme économique et vous souveraineté économique. Je pense aussi que Monsieur Ouattara, dans son style et dans ce qu'il a dit, il parle aussi de souveraineté politique et économique de la Côte d'Ivoire. Alors, quelle est la différence finalement d'approche entre vous, Monsieur Billon, ou Monsieur Ouattara, quand vous parlez de souveraineté? D'abord, il faut savoir que lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire, dans les années 90, il y a eu le plan d'ajustement structurel qui a désengagé l'État du secteur de la production. Ça a été le grand moment du libéralisme économique et du triomphe du libéralisme. Moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut réengager l'État dans l'économie. Mais de faire un État stratège ou un État gestionnaire? Un État opérateur économique. Un État donc gestionnaire? Ah oui. Pour moi, l'État doit retrouver... C'est intéressant à savoir parce que les expériences d'État gestionnaire n'ont pas été extrêmement probantes. Tous les pays émergents aujourd'hui sont dans cette même logique, d'État gestionnaire. Moi, je suis tout le temps en Russie, je vois comment ça fonctionne. On voit un peu le taux. Je suis tout le temps aussi en Chine. Écoutez, c'est des États qui gèrent les grandes sociétés de la Chine et de la Russie, et même du Brésil et tous les pays émergents. Aujourd'hui, c'est la preuve que le socialisme est encore vivant et que l'État a un rôle à jouer dans le secteur économique. Et que retirer l'État dans le secteur économique, souvent c'est contre-productif. Je voudrais partager... Dans le cas des droits sociaux de la population. Aujourd'hui, vous remarquez que le taux de pauvreté reste pratiquement constant. Bon, ça a varié. Pardon. Non, en valeur absolue. En valeur absolue. En 2000, vous pouvez pas dire ça. Mais non, mais vous pouvez pas dire ça. Je vais vous donner un chiffre. Le taux de pauvreté est passé de 50% à 37,5%. D'accord. Mais lorsque vous appliquez à la population de 2010, 22 millions, appliquez 50%, vous verrez que ça est autour de 11 millions. Si vous appliquez 37,5% à 32 millions d'habitants, vous voyez que vous n'êtes pas loin de 11 millions. Donc, en valeur absolue, la pauvreté est restée constante. Oui, mais le fait qu'il ait baissé en pourcentage est une indication, une tendance qui doit évidemment continuer. Personne pense que c'est suffisant, mais... je suis désolé. Donc ça veut dire que ce sont les mêmes qui pour vous, ce sont les mêmes qui en 2010... il y a 11 millions de pauvres en 2010 et qu'il y a 11 millions de pauvres en 2025... Oui, mais si la population a doublé, ça ne fait pas tout à fait la même chose non plus. Je suis désolé, la quantité de pauvreté n'a pas baissé. Donc, il y a eu certainement peut-être de nouveaux riches, mais il n'y a pas eu, je vais dire, une variation du niveau de pauvreté. Vous pensez que personne qui était dans la grande pauvreté n'est sorti de la pauvreté? Il y a eu la période... Est-ce que c'est vraiment sérieux, ça? Il y a eu la période de la grande exclusion. Oui. Non, mais... La période de la grande exclusion a fait que beaucoup sont partis en exil. Beaucoup ont perdu leur plantation. Beaucoup ont perdu leur emploi. Et cette situation-là est restée, je dirais, une constance de la gouvernance du régime au pouvoir. Et donc, la quantité de pauvres ayant perdu leur emploi, ayant perdu leur plantation, ayant perdu leur économie, ayant perdu leurs biens, eh bien, je suis désolé, mais ce poids-là pèse toujours sur le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais partager avec vous quelques chiffres d'une étude récente qui est sortie en ce début d'année et qui a été réalisée en novembre-décembre par l'Institut aux médias, donc novembre-décembre 2025.
sur les perspectives de l'année 2026 et l'état d'esprit des Ivoiriens. C'est assez surprenant de voir que 99% des personnes interrogées, des Ivoiriens, pensent que 2026 sera une meilleure année pour eux que 2025. Alors c'est vrai que quand on compare ces chiffres à d'autres pays, on sait que les Ivoiriens sont souvent les champions du monde de l'optimisme. Ça fait partie des gènes, on va dire, du pays. Et puis, autre chiffre, 87% estiment que l'économie ivoirienne sera plus forte en 2026 qu'en 2025. Et 88% d'entre eux pensent que leur situation financière va s'améliorer. Comment vous réagissez à ces chiffres? D'abord, c'est l'optimisme ivoirien. C'est vrai que l'économie ivoirienne croît depuis 2011, 7% de taux de croissance. Et qu'en 2026, on aura l'entrée en production du champ baleine, du champ calao. Ça, c'est le pétrole, gaz. L'augmentation de la production de l'or. Il y a beaucoup de secteurs qui vont connaître une croissance. Mais prenez le cas du champ baobab. La Côte d'Ivoire a combien? 22%. Et donc, le reste, c'est pour qui? Donc, c'est une croissance qui est réelle, mais qui ne profite pas aux Ivoiriens. Mais sur ces chiffres-là, pourquoi les gens sont-ils, pour eux-mêmes, assez optimistes à votre avis? Parce que l'Ivoirien est optimiste de nature. Juste comme ça? Oui, parce qu'ils espèrent que, finalement, on va arriver au partage du fruit de la croissance. Parce que même ce même genre d'études faites dans d'autres pays de la sous-région africaine, et je vous raconte même pas en Europe, parce que c'est une étude qui est mondiale, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que vraiment les chiffres sont beaucoup plus bas ailleurs. Oui, mais les Ivoiriens sont optimistes. Les Ivoiriens sont fiers de leur pays. Les Ivoiriens sont fiers du développement de leur pays. Mais tout ce qu'ils réclament, c'est le partage de la croissance. Et pour le moment, la croissance n'est pas suffisamment partagée. Mais dans cet état d'esprit-là qu'on vient de décrire, est-ce que vous pensez que ça va être facile à l'opposition de se faire entendre? Justement, si on continue dans cette voie, c'est-à-dire une croissance non partagée, il est bien évident que la gauche ivoirienne a sa place, l'opposition ivoirienne a sa place. Prenons le cas du cacao. Aujourd'hui, le cacao est en crise. Pourquoi? Parce que hier, j'ai regardé le cours du cacao à l'échelle mondiale, on est à 2200. Et l'opérateur doit payer à 2800 pour aller vendre à perte. Et ça explique le blocage du secteur. Qu'est-ce qui va se passer? Deux solutions sont possibles. Soit les fonds de réserve viennent au secours du secteur, soit le gouvernement sera obligé de réduire le prix aux producteurs et donc augmenter la pauvreté. Ça va créer le mécontentement. Et qu'est-ce que vous diriez qu'il faut faire alors? Pour moi, il faut que le fonds de réserve, qui a connu les 5 dernières années beaucoup de fonds, donc vienne soutenir le secteur cacao pour maintenir le prix aux producteurs, parce qu'aucun exportateur ne va vouloir vendre à perte. Et donc, il faut que cette perte-là soit compensée par l'État qui a un fonds pour ça, le fonds de réserve, qui d'ailleurs n'est jamais présenté au Parlement, donc personne ne connaît le contenu. Alors, comment c'est géré. Je voudrais en venir à ce que doit faire ou ce que doit dire, selon vous, l'opposition dans les mois, les années qui viennent. Dans votre communiqué, toujours le même que je cite, vous appelez à une gauche plurielle, structurée, consciente des enjeux mondiaux et de ses responsabilités historiques. Alors j'allais dire, en français facile, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est en train de bouger au niveau national. On a au niveau mondial. On a ceux qui veulent un monde multipolaire, donc un nouvel ordre mondial, et ceux qui veulent, l'ancien monde veut conserver l'hégémonie de l'Occident sur toute la planète. Et donc, il y a une tectonique politique qui se déroule au niveau international. On voit les pays émergents, appelés les BRICS communément, et puis les pays traditionnellement hégémoniques qui dominent toute la planète. Aujourd'hui, la compétition qui se déroule au niveau mondial, on ne sait pas quel est le visage que cela va donner dans les années à venir. Donc, il faut qu'on soit conscient qu'on a un rôle à jouer pour dessiner le visage du nouvel ordre mondial, qui dans tous les cas est inévitable. Vous, en tant qu'opposition ivoirienne, quelle place vous donnez ou quelle mission vous donnez dans ce que vous venez de décrire? Pour moi, nous devons prendre conscience que ce monde-là, nous devons tracer notre voie.
à savoir que nous devons nous battre pour notre souveraineté et être capables de coopérer avec n'importe quel pays, qu'il soit du bloc BRICS ou du bloc occidental, en fonction de nos propres intérêts et en fonction des offres qui sont en face, c'est-à-dire le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce monde multipolaire que vous décrivez, est-ce que vous diriez qu'il est plus dangereux que celui qu'on a connu, ou non, on va trouver la solution et c'est simplement l'inconnu qui nous inquiète? Ben, je pense que c'est une bonne chose pour les pays anciennement dominés comme les nôtres. Mais il faut arriver vers un équilibre parce que un monde sans règles, où personne ne respecte des règles, il est bien évident qu'on va vers un chaos. Et donc, il faut arriver à un nouveau consensus, comme cela a été après la guerre. Et donc, ce nouveau consensus-là, il faut que les grands acteurs acceptent qu'il y ait un nouveau consensus. Et qu'il y aura quoi, une autre forme que l'ONU? Ah oui, forcément, ça va impacter sur l'ONU, ça va impacter sur le Fonds monétaire international, ça va impacter sur la Banque mondiale. Tous les instruments qui ont été créés après la Seconde Guerre mondiale seront impactés. Mais il faut que l'Afrique ait sa place dans la mesure où, en 1944, on était encore des colonies. Donc on n'avait pas voix au chapitre. Cette fois-ci, il faut qu'on s'organise pour qu'on ait voix au chapitre. Et qu'on soit assis à la table des grands. Et ça, c'est mon souhait. Alors venons-en à des considérations plus terre à terre, plus prosaïques. C'est l'opposition ivoirienne qui compte. Je parle de l'opposition de gauche, pour ne citer qu'elle, le PPACI, le Mouvement des Générations Capables de Madame Simone Ivé, Gbagbo, le COGEP de Monsieur Blé Goudé. Bon, il y a le PDCI-RDA qui est sur une autre ligne idéologique que vous, puis il y a vous-même dont on ne sait pas encore trop ce que vous ferez, vous allez peut-être nous dire. Ça fait du monde. Est-ce que vous pensez que tous ces partis politiques de l'opposition devraient, d'une manière ou d'une autre, se rassembler? Ben, si on se réfère à l'histoire de la gauche ivoirienne, eh bien, avant 90, c'était exactement la même situation. C'est vrai que les partis d'opposition étaient dans la clandestinité, mais il y avait, je dirais, une mosaïque de partis de gauche. Et il a fallu, à un certain moment donné, créer un front. C'est pour ça qu'on l'appelait Front populaire ivoirien. Et donc ce front-là a rassemblé aussi bien des socialistes, des sociodémocrates, des communistes, etc., en trouvant un dénominateur commun, la bataille pour le multipartisme. Et un leader. Et un leader. Et donc, parce que ça compte. Ah oui, mais le leadership se construit. Je vais dire, au départ, il y avait plusieurs leaders de la gauche. Et il y avait, dans les années 90, il y avait 4 leaders de la gauche. Et donc, c'est une construction. Le leadership ne se décrète pas, ni ne se transmet pas. Le leadership se construit. Et donc, c'est la qualité, je vais dire, des acteurs économiques qui va dégager. Je vais dire, le leadership. Donc, vous diriez qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans ce même processus qui vous a fait vous rassembler au sein d'un front dans les années 90. Voilà. Donc, il faut ouvrir le dialogue à gauche pour que tous les acteurs sortent du sectarisme. Parce qu'aujourd'hui, il y a un recul des valeurs démocratiques dans nos différents partis, ce qui fait que le sectarisme prend le pas sur le débat démocratique. Le droit à la différence est assimilé à de la traîtrise, à des langages qui sont vraiment étrangers au langage démocratique. Il faut respecter le droit à la différence. Donc plus de démocratie dans les partis existants. Exactement. Est-ce que, donc j'ai l'impression que vous rejoignez aussi un peu le mot de Monsieur Afin-Guessant qui il y a quelques jours a dit que l'opposition de gauche a échoué et parce qu'elle n'a pas su dépasser les égos de ses différents leaders. Ben, les égos existent toujours, mais il faut que ces égos-là dialoguent. Et donc, quand il exprime, je suppose qu'il sous-entend le dialogue entre les égos pour que la démocratie règne. Parce que la démocratie a des vertus. La démocratie a des vertus. Aujourd'hui, les primaires n'existent plus à gauche. Vous êtes favorable aux primaires, au principe des primaires? Évidemment. Quand vous allez dans les pays où les partis sont vraiment démocratiques, il n'y a que le primaire qui permet de choisir des personnes qui ont la légitimité des militants. Et donc pour moi, c'est un jeu classique. Nous devons aller de plus en plus vers la démocratie interne parce qu'un parti non démocratique
ne peut diriger un État démocratique. Et vous pensez que ce processus que vous appelez de vos voeux est possible quand vous regardez aujourd'hui l'état de l'opposition, l'état des personnalités qui sont là présentes? Tout simplement, il faut ouvrir le dialogue. Moi, je pense que... Est-ce qu'il a commencé ce dialogue? Est-ce que des discussions entre vous ont débuté? Oui, entre nous, d'une manière informelle, on discute, on échange. Mais il faut que ça soit public pour que ce dialogue-là ait, l'attention de toute la gauche et qu'on puisse aller vers ce que j'ai appelé une gauche plurielle. Et quand vous discutez pour l'instant de manière non publique, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez une volonté commune d'avancer? Est-ce que vous sentez que c'est bloqué? Qu'est-ce que vous... On a payé le prix du sectarisme. Et donc, je vais dire que si on analyse froidement les choses, on ne va pas faire des analyses métaphysiques. La réalité, c'est que le sectarisme nous a coûté cher. Donc, il faut dépasser le sectarisme pour aller vers ce qui nous a réussi, à savoir à la naissance du Front populaire ivoirien. Les antagonismes étaient encore plus durs à l'époque, très durs. Entre socialistes, communistes, vous ne pouvez pas imaginer la guerre qu'on se faisait entre nous. Les sociotraîtres. Les sociotraîtres, évidemment, à cette époque. Ah, vraiment? Oui. Et donc vous imaginez la guerre qu'on se faisait, même entre communistes, trotskistes, léninistes, maoïstes, mais c'était la guerre. Mais il a fallu à un moment donné faire le constat. Qu'est-ce que ça nous apporte de nous faire la guerre? Pour des questions de mots, de terminologie. Il faut trouver le plus petit dénominateur commun qui puisse nous rassembler. C'est le même exercice que nous devons faire pour rassembler. À votre avis, est-ce qu'il faut commencer par repenser le corpus d'idées et essayer de le faire infuser dans la société ivoirienne ou dans le corps électoral ivoirien? Ou bien, là c'est un peu la méthode qu'emploie M. Blé Goudé, puisqu'il vient juste de produire, j'allais dire, une liste de propositions assez concrètes, des objectifs. Bon, là il est plutôt sur le contenu. Ou bien est-ce qu'il faut commencer d'abord par comment est-ce qu'on s'organise? Je prends toujours l'exemple du front. Le front, disons, les contacts ont commencé vers les années 80. Et en 82, il y a eu une sorte d'entente, mais qui était encore un front, qui n'était pas un parti politique. Et de 82 jusqu'en 88, il y a eu des discussions pour s'accorder sur quel est notre projet de société. 6 ans. 6 ans. 6 ans. De discussions. Âpres, dures. Et c'est là qu'on a arrêté le corpus idéologique et politique et le programme de gouvernement. Et donc en 88, les propositions pour gouverner la Côte d'Ivoire sont sortis, qui constituent un consensus entre tous les acteurs de gauche. Mais vous pensez que ça pourrait aller plus vite? Oui, aujourd'hui ça peut aller plus vite. Aujourd'hui, là, vous enjambez déjà la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, ça peut aller plus vite parce que on a des idéologies et des programmes qui sont arrêtés. On sait tous qu'il faut nous battre pour la démocratie. On sait tous que la souveraineté devient une donnée incontournable. On sait tous que le panafricanisme devient une donnée aussi incontournable. Donc, les grands... Ce serait ça, à votre avis, le socle commun? Les grands éléments du socle commun sont là et partagés par tous. Maintenant, il faut s'accorder... Les égos. Il faut s'accorder... il faut dialoguer. Les égos se transcendent toujours par le dialogue. Et donc, il faut s'accorder sur un cadre de dialogue. Et c'est ce cadre de dialogue-là qui va permettre de faire germer une nouvelle gauche qui gagne. Monsieur Domelo, est-ce que vous êtes toujours membre du PPACI? Oui, je suis membre du PPACI, je n'ai pas démissionné. Vous n'avez pas démissionné. Est-ce que vous comptez créer un mouvement politique qui viendra s'ajouter à ceux que nous avons déjà cités, ou est-ce que vous allez rester au sein du PPACI? Pour le moment, je suis au sein du PPACI et je demande le dialogue. Que le dialogue s'ouvre et qu'on arrête la diabolisation, ça ne sert à rien. Voilà. J'ai l'impression que pour eux, vous n'existez plus à l'intérieur. C'est la conception non démocratique. Parce que quand on n'est pas démocrate, on n'accepte pas la différence. C'est ça qui est notre problème. Aujourd'hui, il y a un recul démocratique, non seulement au niveau mondial, on voit bien ce qui se passe, mais au niveau des différents partis politiques, le recul démocratique est très grave.
On est arrivé à une sorte de sectarisme où le droit à la différence est criminalisé. Et donc, pour moi, il faut dépasser, je vais dire, ce sectarisme-là pour percevoir le droit à la différence, non pas comme un obstacle, mais comme une richesse. Si vous n'arrivez pas à faire entendre votre voix au sein du PPACI, que ferez-vous? Vous allez créer quelque chose? J'en tirerai toutes les conséquences des droits. Donc vous démissionnerez et vous ferez quoi? J'en tirerai les conséquences politiques parce que je ne vais pas, je vais dire, m'éterniser à demander le dialogue. Donc vous créerez quelque chose ou vous rejoindrez quelqu'un? Pour le moment, les idées sont dans les laboratoires. Les idées sont au labo. Et voilà. Mais vous pourriez, je sais pas, vous associer avec Charles Blé Goudet, Madame Gbagbo. Toutes les options sont sur la table. Mais mon souhait, c'est que le dialogue s'ouvre. Sinon, toutes les options sont sur la table. Le PPACI a annoncé la tenue de son prochain congrès ordinaire le 15 mai prochain. Vous comptez y participer? Si le dialogue s'ouvre avant. Avant? Ah oui, avant, évidemment. Il faut ouvrir le dialogue et il faut qu'on s'accorde pour qu'on puisse aller à un congrès. Je suis fondateur du FPI et du PPACI. Je sais comment les congrès s'organisent et c'est avant, c'est pas pendant. Mais quelle forme ça prendrait l'ouverture du dialogue avant, tel que vous le souhaitez? Il y a une direction du parti qui doit ouvrir le dialogue. C'est comme mais quoi, faire une sorte de convention interne? C'est comme quand le parti demande au gouvernement d'ouvrir le dialogue, de discuter. Mais de faire un colloque, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend comme... il suffit tout simplement que les différents... On vous convie à une réunion, par exemple? Une réunion pour qu'on discute, c'est tout. C'est pas compliqué, dialoguer. Donc vous appelez les responsables du PPACI à vous inviter... ouvrir le dialogue, comme ils appellent à vous inviter à discuter avec vous. Comme ils appellent le gouvernement à ouvrir le dialogue. Effectivement, c'était dans ce studio également. Oui, et donc, si nous voulons le dialogue externe, il faut commencer par donner l'exemple. C'est en donnant l'exemple que ça va servir d'exemple à ceux qui nous gouvernent. Monsieur Laurent Gbagbo avait manifesté il y a quelques mois sa volonté de prendre sa retraite politique à la faveur du Congrès, justement. Mais le comité central, qui s'est récemment réuni, lui a demandé de surseoir à sa décision et de rester à la tête du parti. Alors pourquoi, à votre avis, le comité central contrarie-t-il les intentions de monsieur Laurent Gbagbo? Je ne crois pas du tout qu'il y ait une contradiction, mais bon, enfin, les militants découvriront avec le temps. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Pour le moment, je préfère laisser le temps au temps. Est-ce que c'est une manière d'éviter, à votre avis, les éventuelles frictions, conflits internes qui pourraient être liés à la succession? Mais quand on croit aux valeurs démocratiques, il faut utiliser et appliquer les règles de la démocratie. La compétition est la règle. Pourquoi avoir peur de la compétition alors qu'on le réclame au niveau national? Je crois que le jeu est simple. Il y a différents acteurs, il y a différents cadres, il y a différentes compétences. Si on veut, si on met sur la table le jeu démocratique, eh bien, évidemment, quelqu'un de légitime va assurer les responsabilités du parti. C'est pas aussi compliqué. Hein. Vous avez affronté le suffrage des électeurs, vous avez fait campagne. Est-ce que vous vous sentiriez légitime à postuler à la succession de M. Gbagbo à la tête du PPACI, si toutefois le dialogue s'était ouvert avant, comme vous le dites? Ouvrons d'abord le dialogue, le reste viendra ensuite. Pour moi, le plus important, c'est l'idéologie, le programme. Si nous sommes d'accord sur une idéologie, un programme, peu importe, c'est ce que j'appelle l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe veut que ce soit une équipe qui gagne. Et au moment des élections, on choisit dans l'équipe le meilleur capitaine possible. À quel moment? Donc, pour moi, c'est pas un préalable vouloir diriger ou ne pas diriger. Non, c'est l'équipe qui doit diriger. Je ne le pose pas comme un préalable, mais est-ce que votre légitimité d'avoir reçu des suffrages lors d'une élection présidentielle, vous pourriez la mettre en avant pour dire je suis quand même placé pour pouvoir orienter, donner l'impulsion à ce parti ou le relancer? Si je me sens dans l'âme de diriger un parti, je participe aux élections qui vont désigner le responsable du parti. Alors si je ne me sens pas dans l'âme de diriger un parti politique, dans l'âme ou dans la situation? Dans la situation ou dans l'âme, parce que diriger un parti, et justement c'est ce qu'il faut
il faut qu'on change. Vous vous sentiez dans l'âme de diriger un pays, donc j'imagine que vous vous sentez dans l'âme de diriger un parti. Non, pas forcément. Ah bon? Parce que on peut diriger un parti et puis avoir une candidature qui n'a rien à voir avec le responsable du parti. C'est ce qui se passe dans tous les partis démocratiques où le dirigeant du parti est neutre vis-à-vis des différents candidats aux élections présidentielles. Et donc, pour moi, je vais dire que tout dépend de la manière dont on va concevoir la nouvelle gauche, comment on va l'organiser et comment on va diriger cette nouvelle gauche-là. Moi, je ne suis pas partisan de la confusion des postes. Une fois que tu es chef de parti, tu es forcément candidat. Non, je ne suis pas pour ce modèle, je dirais, dépassé. Mais en termes de calendrier, vous dites qu'il faut quand même se presser ou pas pour faire toute cette organisation, parce que vous avez toutes les idées au labo, là, mais il va falloir que ça sorte. Bah oui, ça sortira. On a quand même une profondeur de temps. Donc, il faut prendre le temps de la réflexion. Merci beaucoup, Monsieur Dombello. Merci. De cette première interview post-élection. Merci. Et je pense qu'on a été assez au fond des sujets. Merci. Merci d'être venu à cette info. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Merci.